Bonjour à tous. Bien que l'économie puisse sembler complexe, elle fonctionne de manière simple et mécanique. Elle est constituée de quelques pièces simples et d'un grand nombre de transactions simples qui se répètent encore et encore des milliards de fois. Ces transactions sont, par-dessus tout, motivées par la nature humaine et créent trois forces principales qui font avancer l'économie. Numéro 1, la croissance de la productivité. Numéro 2, le cycle de la dette à court terme. Et numéro 3, le cycle de la dette à long terme. Nous allons examiner ces trois forces et voir comment leur superposition crée un bon modèle pour suivre les mouvements économiques et comprendre ce qui se passe actuellement. Commençons par la partie la plus simple de l'économie, les transactions. Une économie est simplement la somme des transactions qui la composent, et une transaction est une chose très simple. Vous effectuez des transactions tout le temps. Chaque fois que vous achetez quelque chose, vous créez une transaction. Chaque transaction consiste pour un acheteur à échanger de l'argent ou un crédit avec un vendeur contre des biens, des services ou des actifs financiers. Le crédit tourne comme l'argent, donc en additionnant l'argent dépensé et le montant du crédit dépensé, vous pouvez connaître le montant total des dépenses. Le montant total des dépenses fait tourner l'économie. Si vous divisez le montant dépensé par la quantité vendue, vous obtenez le prix. Et c'est tout. C'est une transaction. C'est l'élément constitutif de la machine économique. Tous les cycles et toutes les forces d'une économie sont déterminés par les transactions. Donc, si nous pouvons comprendre les transactions, nous pouvons comprendre l'ensemble de l'économie. Un marché est constitué de tous les acheteurs et de tous les vendeurs qui effectuent des transactions pour la même chose. Par exemple, il existe un marché du blé, un marché de l'automobile, un marché boursier et des marchés pour des millions de choses, et l'économie est constituée de toutes les transactions sur tous ces marchés. Si vous additionnez les dépenses totales et la quantité totale vendue sur tous les marchés, vous avez tout ce qu'il faut savoir pour comprendre l'économie. C'est aussi simple que cela. Les particuliers, les entreprises, les banques et les gouvernements effectuent tous des transactions de la manière que je viens de décrire. Ils échangent de l'argent et des crédits contre des biens, des services et des actifs financiers. Le plus gros acheteur et vendeur est le gouvernement, qui se compose de deux parties importantes. Un gouvernement central, qui collecte les impôts et dépense l'argent, et une banque centrale, qui est différente des autres acheteurs et vendeurs, car elle contrôle le montant de l'argent et du crédit dans l'économie. Elle le fait en influençant les taux d'intérêt et en imprimant de l'argent frais. Pour ces raisons, comme nous allons le voir, la Banque centrale est un acteur important dans le flux de crédit. Je veux que vous fassiez attention au crédit. Le crédit est la partie la plus importante de l'économie et probablement la moins comprise. C'est la partie la plus importante parce que c'est la plus grande et la plus volatile. Tout comme les acheteurs et les vendeurs se rendent sur le marché pour effectuer des transactions, les prêteurs et les emprunteurs font de même. Les prêteurs veulent généralement transformer leur argent en argent supplémentaire et les emprunteurs veulent généralement acheter quelque chose qu'ils ne peuvent pas se permettre, comme une maison ou une voiture, ou ils veulent investir dans quelque chose comme la création d'une entreprise. Le crédit peut aider les prêteurs et les emprunteurs à obtenir ce qu'ils veulent. Les emprunteurs promettent de rembourser le montant qu'ils ont emprunté, appelé principal, plus un montant supplémentaire appelé intérêt. Lorsque les taux d'intérêt sont élevés, les emprunts diminuent car ils sont coûteux. Lorsque les taux d'intérêt sont bas, les emprunts augmentent car ils sont moins chers. Lorsque les emprunteurs promettent de rembourser et que les prêteurs les croient, le crédit est créé. Deux personnes peuvent se mettre d'accord pour créer du crédit à partir de rien. Cela semble assez simple, mais le crédit est délicat car il porte différents noms. Dès que le crédit est créé, il se transforme immédiatement en dette. La dette est à la fois un actif pour le prêteur et un passif pour l'emprunteur. À l'avenir, lorsque l'emprunteur remboursera le prêt plus les intérêts, l'actif et le passif disparaîtront et la transaction sera réglée. Pourquoi le crédit est-il si important? Parce que lorsqu'un emprunteur reçoit un crédit, il est en mesure d'augmenter ses dépenses. Et n'oubliez pas que les dépenses sont le moteur de l'économie. En effet, les dépenses d'une personne sont le revenu d'une autre personne. Pensez-y, chaque dollar que vous dépensez, quelqu'un d'autre le gagne. Et chaque dollar que vous gagnez, quelqu'un d'autre l'a dépensé. Ainsi, lorsque vous dépensez plus, quelqu'un d'autre gagne plus.
Lorsque les revenus d'une personne augmentent, les prêteurs sont plus disposés à lui prêter de l'argent car elle est désormais plus digne de crédit. Un emprunteur solvable possède deux éléments, la capacité de remboursement et une garantie appelée collatérale. Le fait d'avoir un revenu élevé par rapport à sa dette lui donne la capacité de rembourser. S'il ne peut pas rembourser, il dispose d'actifs de valeur qu'il peut utiliser comme garantie et qui peuvent être vendus. Ainsi, les prêteurs se sentent à l'aise de lui prêter de l'argent. Ainsi, l'augmentation des revenus permet d'augmenter les emprunts, ce qui permet d'augmenter les dépenses, et comme les dépenses d'une personne sont les revenus d'une autre personne, cela conduit à une augmentation des emprunts et ainsi de suite. Ce schéma auto-renforçant conduit à la croissance économique et explique l'existence de cycles. Dans une transaction, vous devez donner quelque chose pour obtenir quelque chose, et ce que vous obtenez dépend de ce que vous produisez. Au fil du temps, nous apprenons et les connaissances accumulées augmentent notre niveau de vie. Nous appelons cela la croissance de la productivité. Ceux qui sont inventifs et travailleurs augmentent leur productivité et leur niveau de vie plus rapidement que ceux qui sont complaisants et paresseux, mais ce n'est pas nécessairement vrai à court terme. C'est à long terme que la productivité compte le plus, mais c'est à court terme que le crédit compte le plus. Cela s'explique par le fait que la croissance de la productivité ne fluctue pas beaucoup et qu'elle n'est donc pas un facteur important des fluctuations économiques. La dette l'est, car elle nous permet de consommer plus que nous ne produisons lorsque nous l'acquérons et elle nous oblige à consommer moins que nous produisons lorsque nous devons la rembourser. Les fluctuations de la dette se produisent en deux grands cycles. L'un dure de 5 à 8 ans, l'autre de 75 à 100 ans. Bien que la plupart des gens ressentent les fluctuations, ils ne les voient généralement pas en cycle, car ils les voient de trop près, jour après jour, semaine après semaine. Dans ce chapitre, nous allons prendre du recul et examiner ces trois grandes forces, ainsi que la manière dont elles interagissent pour constituer nos expériences. Comme nous l'avons mentionné, les fluctuations de la courbe ne sont pas dues à la quantité d'innovation ou au travail acharné, elles sont principalement dues à la quantité de crédit. Imaginons, pour une seconde, une économie sans crédit. Dans cette économie, la seule façon d'augmenter mes dépenses est d'augmenter mes revenus, ce qui m'oblige à être plus productive et à faire plus de travail. L'augmentation de la productivité est le seul moyen d'assurer la croissance. Puisque mes dépenses sont le revenu d'une autre personne, l'économie croît chaque fois que moi ou quelqu'un d'autre sommes plus productifs. Si nous suivons les transactions et jouons le jeu, nous verrons une progression comme une courbe de croissance de la productivité. Mais parce que nous empruntons, nous avons des cycles. Cela n'est pas dû à des lois ou à des réglementations, mais à la nature humaine et à la façon dont le crédit fonctionne. Pensez à l'emprunt comme un simple moyen de faire avancer les dépenses. Pour acheter quelque chose que vous ne pouvez pas vous permettre, vous devez dépenser plus que ce que vous gagnez. Pour ce faire, vous devez essentiellement emprunter à votre futur moi. Ce faisant, vous créez un moment dans le futur où vous devez dépenser moins que ce que vous gagnez pour pouvoir rembourser. Cela ressemble très vite à un cycle. En gros, chaque fois que vous empruntez, vous créez un cycle. Ceci est aussi vrai pour un individu que pour l'économie. C'est pourquoi il est si important de comprendre le crédit, car il déclenche une série mécanique et prévisible d'événements qui se produiront à l'avenir. C'est ce qui différencie le crédit de l'argent. L'argent est ce avec quoi vous réglez vos transactions. Lorsque vous achetez une bière à un barman en espèces, la transaction est réglée immédiatement. Mais lorsque vous achetez une bière à crédit, c'est comme si vous régliez une note de bar. Vous dites que vous promettez de payer à l'avenir. Ensemble, vous et le barman créez un actif et un passif. Vous venez de créer un crédit à partir de rien. Ce n'est que lorsque vous payez la note du bar plus tard que l'actif et le passif disparaissent, que la dette s'efface et que la transaction est réglée. La réalité est que la plupart de ce que les gens appellent argent est en fait du crédit. Le montant total du crédit aux États-Unis est d'environ 50 000 milliards de dollars et le montant total de l'argent n'est que d'environ 3 000 milliards de dollars. Rappelez-vous, dans une économie sans crédit, la seule façon d'augmenter vos dépenses est de produire davantage. Mais dans une économie avec crédit, vous pouvez également augmenter vos dépenses en empruntant. Par conséquent, une économie avec crédit a plus de dépenses et permet aux revenus d'augmenter plus rapidement que la productivité à court terme, mais pas à long terme. Maintenant, ne vous méprenez pas, le crédit n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais qui ne fait que provoquer des cycles. Il est mauvais lorsqu'il finance une surconsommation qui ne peut être remboursée.
En revanche, il est bon lorsqu'il permet d'allouer efficacement les ressources et de produire des revenus, afin que vous puissiez rembourser votre dette. Par exemple, si vous empruntez de l'argent pour acheter un gros téléviseur, cela ne génère pas de revenus vous permettant de rembourser la dette. Mais si vous empruntez de l'argent pour, par exemple, acheter un tracteur, et que ce tracteur vous permet de récolter davantage et de gagner plus d'argent, vous pouvez rembourser votre dette et améliorer votre niveau de vie. Dans une économie avec crédit, nous pouvons suivre les transactions et voir comment le crédit crée de la croissance. Laissez-moi vous donner un exemple. Supposons que vous gagnez 100 000 $ par an et que vous n'avez aucune dette. Vous êtes suffisamment solvable pour emprunter 10 000 $, disons, sur une carte de crédit. Vous pouvez donc dépenser 110 000 $, même si vous n'avez gagné que 100 000 $. Puisque vos dépenses représentent le revenu d'une autre personne, quelqu'un gagne 110 000 $. La personne qui gagne 110 000 $ sans dette peut emprunter 11 000 $, ce qui lui permet de dépenser 121 000 $, même si elle n'a gagné que 110 000 $. Ces dépenses sont le revenu d'une autre personne, et en suivant les transactions, nous pouvons commencer à voir comment ce processus fonctionne dans un schéma auto-renforçant. Mais n'oubliez pas que l'emprunt crée des cycles, et que si le cycle monte, il doit éventuellement redescendre. Cela nous mène au cycle de la dette à court terme. Lorsque l'activité économique augmente, nous assistons à une expansion, la première phase du cycle d'endettement à court terme. Les dépenses continuent d'augmenter et les prix commencent à monter. Cela se produit parce que l'augmentation des dépenses est alimentée par le crédit qui peut être créé instantanément à partir de rien. Lorsque le montant des dépenses et des revenus augmente plus rapidement que la production de biens, les prix augmentent. Lorsque les prix augmentent, on parle d'inflation. La Banque centrale ne veut pas d'une inflation trop importante car elle cause des problèmes. En voyant les prix augmenter, elle augmente les taux d'intérêt. Avec des taux d'intérêt plus élevés, moins de personnes peuvent se permettre d'emprunter de l'argent et le coût des dettes existantes augmente. Imaginez que les paiements mensuels de votre carte de crédit augmentent. Comme les gens empruntent moins et ont des remboursements de dettes plus élevés, il leur reste moins d'argent à dépenser et les dépenses ralentissent. Et comme les dépenses d'une personne sont le revenu d'une autre personne, les revenus diminuent et ainsi de suite. Lorsque les gens dépensent moins, les prix baissent. On appelle cela la déflation. L'activité économique diminue et nous avons une récession. Si la récession devient trop grave et que l'inflation n'est plus un problème, la Banque centrale baisse les taux d'intérêt pour que tout reparte. Avec des taux d'intérêt bas, les remboursements de la dette sont réduits, les emprunts et les dépenses reprennent et nous assistons à une nouvelle expansion. Comme vous pouvez le constater, l'économie fonctionne comme une machine. Dans le cycle de la dette à court terme, les dépenses ne sont limitées que par la volonté des prêteurs et des emprunteurs de fournir et de recevoir du crédit. Lorsque le crédit est facilement disponible, il y a une expansion économique. Lorsque le crédit n'est pas facilement disponible, il y a une récession. Et notez que ce cycle est contrôlé principalement par la Banque centrale. Le cycle de la dette à court terme dure généralement 5 à 8 ans et se répète pendant des décennies. Mais remarquez que le bas et le haut de chaque cycle se terminent avec une croissance plus forte que le cycle précédent et avec plus de dettes. Pourquoi ? Parce que les gens la poussent. Ils ont tendance à emprunter et à dépenser davantage au lieu de rembourser leurs dettes. C'est la nature humaine. C'est pourquoi, sur de longues périodes, les dettes augmentent plus vite que les revenus, créant ainsi le cycle de la dette à long terme. Bien que les gens soient de plus en plus endettés, les prêteurs accordent encore plus librement des crédits. Pourquoi ? Parce que tout le monde pense que tout va bien. Les gens se concentrent uniquement sur ce qui s'est passé dernièrement. Et que s'est-il passé dernièrement ? Les revenus ont augmenté. La valeur des actifs augmente. Le marché boursier rugit. C'est un boom. Il est payant d'acheter des biens, des services et des actifs financiers avec de l'argent emprunté. Quand les gens font beaucoup cela, on appelle cela une bulle. Ainsi, même si les dettes ont augmenté, les revenus ont augmenté presque aussi vite pour les compenser. Appelons le rapport entre la dette et le revenu le fardeau de la dette. Tant que les revenus continuent d'augmenter, le poids de la dette reste gérable. Dans le même temps, la valeur des actifs s'envole. Les gens empruntent d'énormes sommes d'argent pour acheter des actifs en tant qu'investissement, ce qui fait monter leur prix encore plus haut. Les gens se sentent riches. Ainsi, même avec l'accumulation de nombreuses dettes, la hausse des revenus et de la valeur des actifs permet aux emprunteurs de rester solvables pendant longtemps.
Mais cela ne peut évidemment pas continuer éternellement. Au fil des décennies, le poids de la dette augmente lentement, entraînant des remboursements de plus en plus importants. À un moment donné, les remboursements de la dette commencent à augmenter plus vite que les revenus, obligeant les gens à réduire leurs dépenses. Et comme les dépenses d'une personne sont les revenus d'une autre, les revenus commencent à baisser, ce qui rend les gens moins solvables et entraîne une baisse des revenus. Les remboursements de la dette continuent d'augmenter, ce qui fait baisser encore plus les dépenses et le cycle s'inverse. C'est le pic d'endettement à long terme. Le fardeau de la dette est tout simplement devenu trop lourd. Pour les États-Unis, l'Europe et une grande partie du reste du monde, cela s'est produit en 2008. Cela s'est produit pour la même raison qu'au Japon en 1989 et aux États-Unis en 1929. Maintenant, l'économie commence à se désendetter. Dans le cadre d'un désendettement, les gens réduisent leurs dépenses, les revenus baissent, le crédit disparaît, les prix des actifs chutent, les banques sont mises sous pression, la bourse s'effondre, les tensions sociales augmentent et l'ensemble commence à se nourrir dans l'autre sens. Lorsque les revenus diminuent et que les remboursements de dettes augmentent, les emprunteurs sont mis à mal. N'étant plus solvables, le crédit se tarit et les emprunteurs ne peuvent plus emprunter suffisamment d'argent pour rembourser leurs dettes. Pour combler ce trou, les emprunteurs sont contraints de vendre des actifs. Cette ruée vers la vente d'actifs inonde le marché en même temps que les dépenses diminuent. C'est alors que le marché boursier s'effondre. Le marché immobilier s'effondre et les banques ont des problèmes. Comme le prix des actifs chute, la valeur des garanties que les emprunteurs peuvent apporter diminue. Cela rend les emprunteurs encore moins solvables. Les gens se sentent pauvres. Le crédit disparaît rapidement. Moins de dépenses, moins de revenus, moins de richesses, moins de crédit, moins d'emprunteurs et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux. Cela ressemble à une récession, mais la différence ici est que les taux d'intérêt ne peuvent pas être abaissés pour sauver la situation. En cas de récession, la baisse des taux d'intérêt permet de stimuler les emprunts. Cependant, dans le cas d'un désendettement, la baisse des taux d'intérêt ne fonctionne pas, car les taux d'intérêt sont déjà bas et atteindront bientôt 0%. La stimulation prend donc fin. Aux États-Unis, les taux d'intérêt ont atteint 0% pendant le désendettement des années 1930, puis à nouveau en 2008. La différence entre une récession et un désendettement est que, dans le cas du désendettement, le fardeau de la dette des emprunteurs est tout simplement devenu trop lourd et ne peut être allégé par une baisse des taux d'intérêt. Les prêteurs se rendent compte que les dettes sont devenues trop importantes pour être remboursées intégralement. Les emprunteurs ont perdu leur capacité de remboursement et leurs garanties ont perdu de la valeur. Ils se sentent paralysés par leurs dettes, ils n'en veulent même plus. Les prêteurs cessent de prêter, les emprunteurs cessent d'emprunter, considérer que l'économie n'est pas solvable, tout comme un individu. Alors, que faire face à un désendettement ? Le problème est que le poids de la dette est trop élevé et qu'il faut le réduire. Cela peut se produire de 4 façons. 1. Les entreprises et les gouvernements réduisent leurs dépenses. 2. Les dettes sont réduites grâce à des défauts de paiement et des restructurations. 3. La richesse est redistribuée entre les nantis et les démunis. Et enfin 4. La Banque centrale imprime de la nouvelle monnaie. Ces 4 méthodes ont été utilisées dans tous les cas de désendettement de l'histoire moderne. En général, les dépenses sont réduites en premier. Comme nous venons de le voir, les gens, les entreprises et même les gouvernements se serrent la ceinture et réduisent leurs dépenses afin de pouvoir rembourser leurs dettes. C'est ce qu'on appelle souvent l'austérité. Lorsque les emprunteurs cessent de contracter de nouvelles dettes et commencent à rembourser les anciennes, on pourrait s'attendre à ce que la charge de la dette diminue, mais c'est le contraire qui se produit, car les dépenses sont réduites et les dépenses d'un homme étant le revenu d'un autre homme, cela entraîne une baisse des revenus. Ils chutent plus vite que les dettes ne sont remboursées et la charge de la dette s'aggrave en fait. Comme nous l'avons vu, cette réduction des dépenses est déflationniste et douloureuse. Les entreprises sont obligées de réduire leurs coûts, ce qui signifie moins d'emplois et un chômage plus élevé. Cela conduit à l'étape suivante, les dettes doivent être réduites. De nombreux emprunteurs se retrouvent dans l'incapacité de rembourser leurs prêts et les dettes d'un emprunteur sont les actifs d'un prêteur. Lorsqu'un emprunteur ne rembourse pas la banque, les gens craignent que la banque ne soit pas en mesure de les rembourser et ils se précipitent pour retirer leur argent de la banque. Les banques sont mises à mal et les gens, les entreprises et les banques ne remboursent pas leurs dettes. Cette grave contraction économique est une dépression.
Une grande partie de la dépression est due au fait que les gens découvrent qu'une grande partie de ce qu'ils croyaient être leur richesse n'existe pas vraiment. Revenons au bar. Lorsque vous achetez une bière et la mettez sur la note du bar, vous promettez de rembourser le barman. Votre promesse est devenue un actif du barman. Mais si vous ne respectez pas votre promesse, si vous ne le remboursez pas et ne payez pas votre note, l'actif qu'il possède ne vaut plus rien. Il a fondamentalement disparu. De nombreux prêteurs ne veulent pas que leur actif disparaisse et acceptent une restructuration de la dette. La restructuration de la dette signifie que les prêteurs sont moins remboursés ou remboursés sur une plus longue période ou avec un taux d'intérêt inférieur à celui qui avait été convenu au départ. D'une certaine manière, le contrat est rompu de façon à réduire la dette. Les prêteurs préfèrent avoir un peu de quelque chose que tout le reste. Même si la dette disparaît, la restructuration de la dette entraîne une disparition plus rapide des revenus et de la valeur des actifs, de sorte que le fardeau de la dette continue de s'alourdir. Comme la réduction des dépenses, la réduction de la dette est également douloureuse et déflationniste. Tout cela a un impact sur le gouvernement central, car la baisse des revenus et de l'emploi signifie que le gouvernement perçoit moins d'impôts. Dans le même temps, il doit augmenter ses dépenses car le chômage a augmenté. De nombreux chômeurs n'ont pas d'économie suffisante et ont besoin du soutien financier du gouvernement. De plus, le gouvernement crée des plans de relance et augmente ses dépenses pour compenser la baisse de l'économie. Les déficits budgétaires du gouvernement explosent lors du désendettement car il dépense plus qu'il ne gagne en impôts. C'est ce qui se passe lorsque vous entendez parler de déficit budgétaire aux informations. Pour financer leur déficit, les gouvernements doivent soit augmenter les impôts, soit emprunter de l'argent. Mais avec la baisse des revenus et le nombre élevé de chômeurs, d'où viendra l'argent? Des riches. Puisque les gouvernements ont besoin de plus d'argent et que la richesse est fortement concentrée dans les mains d'un petit pourcentage de la population, les gouvernements augmentent naturellement les impôts sur les riches, ce qui facilite une redistribution de la richesse dans l'économie, des riches vers les pauvres. Les pauvres, qui souffrent, commencent à en vouloir aux riches. Les riches nantis, mis à mal par la faiblesse de l'économie, la chute du prix des actifs et l'augmentation des impôts, commencent à en vouloir aux démunis. Si la dépression se poursuit, le désordre social peut éclater. Non seulement les tensions augmentent au sein des pays, mais elles peuvent aussi augmenter entre les pays, en particulier les pays débiteurs et créditeurs. Cette situation peut conduire à des changements politiques qui peuvent parfois être extrêmes. Dans les années 30, cela a conduit à l'arrivée au pouvoir d'Hitler, à la guerre en Europe et à la dépression aux États-Unis. La pression pour faire quelque chose afin de mettre fin à la dépression augmente. Rappelez-vous, la plupart de ce que les gens considéraient comme de l'argent était en fait du crédit. Donc, lorsque le crédit disparaît, les gens n'ont pas assez d'argent. Les gens ont désespérément besoin d'argent. Et vous vous souvenez qui peut imprimer de l'argent? La Banque centrale le peut. Ayant déjà abaissé ses taux d'intérêt à presque zéro, elle est obligée d'imprimer de l'argent. Contrairement à la réduction des dépenses, à la réduction de la dette et à la redistribution des richesses, l'impression de monnaie est inflationniste et stimulante. Inévitablement, la Banque centrale imprime de l'argent frais à partir de rien et l'utilise pour acheter des actifs financiers et des obligations d'État. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis pendant la Grande Dépression et à nouveau en 2008, lorsque la Banque centrale des États-Unis, la Réserve fédérale, a imprimé plus de 2000 milliards de dollars. Les autres banques centrales du monde qui le pouvaient ont également imprimé beaucoup d'argent. En achetant des actifs financiers avec cet argent, on contribue à faire monter le prix des actifs, ce qui rend les gens plus solvables. Cependant, cela n'aide pas ceux qui possèdent des actifs financiers. Vous voyez, la Banque centrale peut imprimer de l'argent, mais elle ne peut acheter que des actifs financiers. Le gouvernement central, quant à lui, peut acheter des biens et des services et mettre de l'argent dans la main des gens, mais il ne peut pas imprimer de l'argent. Ainsi, pour stimuler l'économie, les deux doivent coopérer. En achetant des obligations d'État, la Banque centrale prête essentiellement de l'argent au gouvernement, ce qui lui permet d'enregistrer un déficit et d'augmenter les dépenses en biens et services grâce à ses programmes de relance et aux allocations de chômage. Cela augmente les revenus des gens ainsi que la dette de l'État. Cependant, cela diminuera le poids total de la dette de l'économie. C'est une période très risquée. Les responsables politiques doivent trouver un équilibre entre les 4 façons de réduire la charge de la dette. Les méthodes déflationnistes doivent s'équilibrer avec les méthodes inflationnistes afin de maintenir la stabilité.
S'il est correctement équilibré, il peut y avoir un beau désendettement. Vous voyez, un désendettement peut être laid, ou il peut être beau. Comment un désendettement peut-il être beau ? Même si le désendettement est une situation difficile, gérer une situation difficile de la meilleure façon possible est beau. Beaucoup plus beau que les excès déséquilibrés et alimentés par la dette de la phase d'endettement. Dans un beau désendettement, les dettes diminuent par rapport aux revenus, la croissance économique réelle est positive et l'inflation n'est pas un problème. On y parvient en trouvant le bon équilibre. Le bon équilibre nécessite un certain mélange de réduction des dépenses, de réduction de la dette, de transfert de richesse et d'impression de monnaie, afin de maintenir la stabilité économique et sociale. Les gens demandent si l'impression de monnaie va augmenter l'inflation. Ce ne sera pas le cas si elle compense la baisse du crédit. N'oubliez pas que ce qui compte, ce sont les dépenses. $1 de dépenses payées en argent a le même effet sur les prix qu'un $1 de dépenses payées à crédit. En imprimant de l'argent, la Banque centrale peut compenser la disparition du crédit par une augmentation de la quantité d'argent. Pour renverser la situation, la Banque centrale doit non seulement stimuler la croissance des revenus, mais aussi faire en sorte que le taux de croissance des revenus soit supérieur au taux d'intérêt de la dette accumulée. Qu'est-ce que je veux dire par là ? En gros, le revenu doit augmenter plus vite que la dette. Par exemple, supposons qu'un pays en phase de désendettement ait un ratio dette-revenu de 100%. Cela signifie que le montant de sa dette est égal au revenu annuel de l'ensemble du pays. Maintenant, pensez au taux d'intérêt sur cette dette. Disons qu'il est de 2%. Si la dette augmente de 2% en raison de ce taux d'intérêt et que les revenus n'augmentent que d'environ 1%, vous ne réduirez jamais le poids de la dette. Il faut imprimer suffisamment de monnaie pour que le taux de croissance des revenus soit supérieur au taux d'intérêt. Cependant, l'impression de monnaie peut facilement faire l'objet d'abus, car elle est très facile à réaliser et les gens la préfèrent aux autres solutions. L'essentiel est d'éviter d'imprimer trop de monnaie et de provoquer une inflation inacceptable, comme l'Allemagne l'a fait pendant son désendettement dans les années 1920. Si les responsables politiques parviennent à un bon équilibre, le désendettement n'est pas si dramatique. La croissance est lente, mais le poids de la dette diminue. C'est un beau désendettement. Lorsque les revenus commencent à augmenter, les emprunteurs commencent à paraître plus solvables, et lorsque les emprunteurs semblent plus solvables, les prêteurs recommencent à prêter de l'argent. Le poids de la dette commence enfin à diminuer. Pouvant emprunter de l'argent, les gens peuvent dépenser davantage. Finalement, l'économie recommence à croître, ce qui conduit à la phase de relance du cycle d'endettement à long terme. Bien que le processus de désendettement puisse être horrible s'il est mal géré, s'il est bien géré, il finira par régler le problème. Il faut environ une décennie ou plus pour que le poids de la dette diminue et que l'activité économique revienne à la normale, d'où le terme de décennie perdue. En conclusion, bien sûr, l'économie est un peu plus compliquée que ne le suggère ce modèle. Cependant, en superposant le cycle d'endettement à court terme au cycle d'endettement à long terme, puis en les superposant tous les deux à la ligne de croissance de la productivité, on obtient un modèle raisonnablement bon pour voir où nous avons été, où nous sommes maintenant et où nous allons probablement. Donc, en résumé, il y a 3 règles empiriques que j'aimerais que vous reteniez de tout ceci. La première, ne laissez pas vos dettes augmenter plus vite que vos revenus, car elles finiront par vous écraser. Deuxièmement, ne laissez pas le revenu augmenter plus vite que la productivité, car vous finirez par ne plus être compétitif. Et troisièmement, faites tout ce que vous pouvez pour augmenter votre productivité, car à long terme, c'est ce qui compte le plus. Ce sont des conseils simples pour vous et pour les décideurs politiques. Vous pourriez être surpris, mais la plupart des gens, y compris la plupart des décideurs politiques, n'y prêtent pas suffisamment attention. Ce modèle a fonctionné pour moi et j'espère qu'il fonctionnera pour vous.